Après, on a fini la... Ah oui, t'as raté toi la semaine dernière sur la notion de... Araméen, c'était intéressant, j'ai pas trop aimé ce passage. Araméen, hébreu... La cour de linguistique. Alors vas-y maintenant, fais-nous le Perek Bema Manikim. Ketan Alemim, Anit Nassim. Alors fais d'abord la Gemara. Quel daf chez moi? Je crois que c'est Rafalev maintenant. Ouais, Rafalev, un bête. Non, mais c'est dire ici. Non, c'est la page Gimel dans cette. Ah, Gimel, on sait tout le temps. Ah, ok. כנגד ימים הנכנסים? כן. אוקיי, מה אג'ד לנו רבנן מצוות חלוקה וכולי. המהדרין מן המנהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק 8 מכאן ואילך פוחת והולך, בית הלל אומרים יום ראשון מדליק 1 מכאן ואילך מוסיף והולך. Donc c'est la discussion à Gemara entre בית שמאי et בית הלל pour savoir comment est-ce qu'on allume les nérodes de Hanouka. Est-ce qu'on va de 8 jusqu'à 1 au fur et à mesure de l'avancée des jours comme beit שמאי, ou bien on fait l'inverse comme beit hillel, 1 et au fur et à mesure on monte jusqu'à 8. Amarula, pligibat tre amorei, Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zvida. אחד אמר טעמא דבית שמאי כנגד ימים הנכנסים וטעמא דבית הלל כנגד ימים היוצאים. אחד אמר טעמא דבית שמאי כנגד פרי החג וטעמא דבית הלל דמעלין בקודש ואין מורידים. Donc il y a une discussion des Amoraïm pour comprendre c'est quoi la marloquette entre les Tanaïm. Il y a une opinion qui pense que la discussion elle est par rapport au fait que Beit Shammai pense par rapport au jour qui rentre, et c'est pour ça qu'on a 8 jours qui restent et au fur et à mesure on enlève, et Beit Hillel pense justement au contraire par rapport aux jours qui sont déjà passés, c'est pour ça qu'on commence de 1 jusqu'à 8. Et donc un autre des Amoraïm pense que l'explication de la Marloquette est que soit d'après Beit Shammai on va comme Pri Achag qui au fur et à mesure va en baissant, alors que Beit Hillel pense que Ma'alin Bakodesh, chaque fois qu'on parle de Gdusha, on ne fait que monter, on ne descend jamais. Très bien. Dis le Maharal. כנגד ימים הנכנסים, פירש בית שמאי הולך אחר הימים הנכנסים מפני שכאשר נכנס יום ראשון נמשכים אחריו כל הימים. וכאילו בכוח יום ראשון כל הימים הנכנסים כולם. בית שמאי pense que lorsque le premier jour est rentré, alors en suivent tous les autres jours. וכאילו בכוח יום ראשון של הימים הנכנסים כולם. C'est-à-dire que tous les autres jours viennent par la force du premier jour. Que toujours le suivant est par la force du précédent. C'est pour ça que d'après Beit Shammai, ils vont aller d'après les Yamim HaNechnassim, c'est-à-dire que lorsque l'on allume le premier jour 8, c'est parce que tous les 8 jours viennent par la force du premier. C'est-à-dire parce qu'il est fait techniquement, c'est-à-dire que le premier jour finalement ce que j'ai fait c'est un jour, point. Je continue jusqu'à la fin? Oui, non, jusqu'ici. Donc après on va faire l'autre banda. Donc marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel, est-ce qu'on va d'après les jours qui viennent ou les jours qui sont passés? Pour être très connu dans l'allumage des bougies de Hanouka. Alors, le Maradon rentre dans le vif du sujet, il dit pour Beit Shammai, pourquoi tu vas d'après les jours qui viennent? Parce qu'un jour est riche de tous les jours qui viennent. Il est molide. Il a la puissance du futur. Potentiellement. Comment? Potentiellement seulement. Oui, plus que ça. C'est-à-dire qu'ici, on est dans le rapport du temps. Le temps, pour Beit Shammai, en hébreu, Zman, car pour acide étymologique, Azmana, une habitation. Le temps est riche de tout le futur. C'est-à-dire que le rapport qu'on a avec le temps, ça a toujours un rapport. C'est le grand problème des philosophes. Qu'est-ce que c'est le temps? Parce que le passé n'existe pas, il est déjà évanoui. Le futur n'est toujours pas là et le présent il passe. Donc on ne peut pas saisir le temps. Le temps considéré par la Torah, c'est un temps qui dans la présence est riche de tout le futur. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a un rapport au temps radicalement différent dans l'histoire chez les nations et chez Israël. C'est que le temps chez les nations est toujours un produit du passé. Le temps est toujours vécu comme un produit du passé. Comme le temps est un produit du passé, il est structuré par le passé, donc il est déterminé. Il est une conséquence. Toute la science de l'histoire, la science de l'histoire, c'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi la révolution a eu à cause d'événements passés. Pourquoi il y a eu la monarchie en France, Charlemagne, tout ce que tu veux.
C'est toujours considérer que le présent est conditionné par des facteurs du passé qui bâtissent le présent. Chez nous aussi? Non. Chez nous... C'est rare quand la Magdim refoua la Maka, mais en général... Non, chez nous, le présent, le temps présent, est prodigieusement animé par l'annonce d'un futur. C'est pour ça que, le présent est toujours l'annonce, c'est l'intrigue. C'est l'annonce de quelque chose qui va se passer. Alors le passé, c'est l'annonce de quelque chose qui s'est passé aussi, alors? Oui, mais le passé, il existe, on y parle, il y a un niveau du temps. Du temps, on va dire, la conscience banale goy, qui est le résultat du passé. Ça existe. Mais si tu veux comprendre en profondeur l'intrigue du temps, le juif ne voit pas, n'analyse pas un événement par rapport à son conditionnement du passé, ça c'est que son masque, c'est que ce qu'il a l'air d'être. Au plus profond, le temps présent n'est là que parce que il est riche de potentialité. Et donc son sens ultime n'est pas son passé mais son futur. En gros, le temps, c'est pas une conséquence, c'est un but, quoi. Plus que ça, le temps, ce n'est pas une conséquence. Il est porteur. Il est là pour permettre des potentialités. Pour ça, Azmana, Zman, c'est Azmana, invitation. C'est la seule langue. En hébreu, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de paramètres d'identité linguistique entre les mots et les autres langues. Mais la seule langue, à ma connaissance, la seule, où le temps, dans son étymologie, est considéré dans son potentiel, dans une invitation. C'est une invitation, le temps présent, à des potentialités futures. Maintenant, ça ne veut pas dire que le futur est un, parce que le futur vu linéaire, ce qui s'est passé n'était pas forcément l'intrigue du temps présent. C'est une cassure? Ça peut être une cassure, ça peut être un échec, ça peut être d'être passé à côté. Tu as rencontré ton shiloh. C'était la chance de ta vie pour devenir le Gadol. Tu l'as laissé tomber, tu t'es marié avec une autre femme qui est ton zivouk numéro 20 au lieu de laisser tomber le numéro 1. Donc au moment où tu as rencontré ce temps-là, c'était un temps qui était riche extraordinaire. Tu es passé à côté, tu es tombé sur une maboula. Bon, c'est la vie. C'est la liberté qui fait que tu peux passer à côté des potentialités du temps. Bon, la plupart d'entre nous, tous ceux qui sont ici ont pris le zivouk jaune, ne vous inquiétez pas. Chacun a eu exactement ce qu'il fallait qu'il ait. Mais c'était juste un exemple. Toi, putain, t'es futur Shidour, fais attention à ce que tu fais, parce que à un moment donné, chaque rencontre, bon, je dis le Shidour, mais chaque rencontre, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Chaque rencontre dans la vie, en vrai. Chaque instant, mais chaque instant. Chaque rencontre dans la vie, tu peux le banaliser en le tuant, en lui donnant un caractère de conséquence, donc d'aucune nouveauté, donc d'aucun intérêt. Ou tu peux lui donner, tu peux le voir comme une clé d'ouverture d'infinie pratiquement potentialité, avec toute une sorte de gamme et de madrigal de potentialité. Donc le temps juif est un temps dont le présent, c'est pour ça qu'atid, en hébreu qui veut dire futur, c'est et, c'est l'instant d'éternité. C'est en même temps un instant fugace qui passe, mais c'est un instant qui porte en lui toutes les potentialités du futur. C'est le temps messianique. C'est un autre temps. Et il faut bien comprendre que peut-être que c'est là que réside le secret de la pérennité juive. Toutes les autres civilisations ont grandi, elles avaient l'air inexpugnables, éternelles. Tous ceux qui ont vécu l'Empire perse, babylonien, étaient sûrs que c'était pour toujours. J'en suis persuadé. Qu'on n'imaginait pas autant d'un Nabuchodonosor qu'il puisse y avoir autre chose que la Babylonie, qui était la grande puissance de l'époque. Même l'analyse de l'histoire passée, c'est... un goy aujourd'hui, si vous dites est-ce que les États-Unis resteront toujours la plus grande puissance, il regarde que dans l'histoire, chaque fois les grandes puissances ont changé, il se dira dans 200 ans ça changera. Sûrement. Bien sûr, puisque ce sont des civilisations donc, il y a pas qui sont bâties à partir du passé. Donc comme tout c'est comme ça, or une cause par définition est mortelle. Une cause n'est pas infinie. La seule cause qui est infinie, c'est Dieu. Toutes les autres causes, elles ont un pouvoir potentiel de génératrice limité. Le pétrole, un jour, on n'aura plus, etc., etc. Il n'y a jamais une infinité puissance à l'origine. Il y a toujours une ligne. Donc à un moment donné, ce qui fait qu'une civilisation est, ce qui fait qu'une vie ait lieu, ce qui fait que, etc., à un moment donné, s'éteint. Et donc la civilisation s'engloutit et meurt, disparaît de l'histoire. Le peuple juif est éternel parce qu'il a bâti une conscience du temps qui n'est pas basée sur son passé, attention. On a aussi Zécher Litzad Mitzrayim, mais vous remarquerez chaque fois que quand c'est Zécher Litzad Mitzrayim, et le moment, la sortie d'Égypte, est un moment qui va être là. Justement, c'est un temps, c'est ça qui est génial. C'est que le temps juif, le passé, c'est le futur. La sortie d'Égypte, qu'est le passé?
est riche de toute la Géoula de jusqu'à Mashiach. Elle n'a pas fini sa potentialité. C'est pas un déterminisme. C'est pas un déterminisme fini, c'est un déterminisme infini. Pourquoi c'est un déterminisme infini? Parce que la sortie d'Égypte est portant lui atteint cet instant d'éternité qu'est la sortie d'Égypte, portant lui toute la potentialité infinie de la révélation divine jusqu'au temps Mashiach, jusqu'au temps messianique. Donc le temps présent est riche d'infinie potentialité, et quand tu vis dans une conscience temporelle de cet ordre, tu es immortel. Il n'y a pas que le temps présent alors. Parce que la promesse, tant qu'elle n'est pas, comme elle est éternelle et qu'elle est infinie la promesse, on est toujours nourri par cette promesse. On ne mourra jamais. C'est ça le secret de la pérennité du peuple d'Israël. Il n'y a pas que le temps présent qui est riche, même le temps passé il est riche. Cette richesse, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que quand tu vas sortir d'Égypte, c'est une richesse infinie qui est encore active aujourd'hui et demain. Donc il s'agit de considérer le temps non pas comme un instant qui est déterminé par une série de causalités qui lui sont antérieures, mais comme une ouverture de l'être qui est une invitation, Zman, Azmana, une invitation à une infinité de révélations futures. Quand tu considères le temps comme ça, le temps passé est un futur. Et le temps futur est un passé, puisque le temps futur ne fait que révéler le sens de ce qui s'est passé avant, etc. etc. Donc tu es dans une conscience temporelle qui est complètement différente. Oui, mais en gros, les goïms, ils ne se trompent pas quand ils disent que le présent est conditionné par le passé. Parce que nous aussi, on est d'accord avec ça, sauf qu'on ne s'arrête pas là. On a une autre vision de la chose, on apporte une richesse supplémentaire à la chose. Je pense que c'est antagoniste. Parce que si tu vois un événement comme déterminer toute la pensée rationaliste, qu'elle soit marxiste, Hegel, Marx, même les juifs comme Bergson et d'autres, ils ont toujours considéré le présent comme une conséquence du passé, déterminé, finito. C'est déterminé, ça devait être comme ça. C'est antagoniste sur le déterminé. Pourquoi? Oui, l'antagoniste sur le déterminé. Et surtout que la cause, que l'essence de cet instant n'est que la conséquence de ce qu'il y a avant. Ce qui est absurde, parce qu'il n'y a jamais eu de début. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont obligés de penser le temps. C'est pour ça que maintenant ils sont très embêtés, les philosophes, parce que la philosophie classique jusqu'à aujourd'hui, qui est encore prégnante aujourd'hui, c'est que cette pensée du temps déterminé doit être soumise à une infinité du temps passé. Le temps n'a jamais eu de commencement. Maintenant, pour toujours avoir une cause. Bien sûr, mais maintenant qu'on sait qu'il y a un commencement, on est très embêté. Maintenant qu'on a découvert que la science a découvert le Big Bang, on sait que le temps a eu un début, ce qui ne veut rien dire, puisque le premier temps était conditionné par quoi alors? Si le temps, l'essence du temps, c'est d'être la conséquence du passé, le premier temps, c'est quoi? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas vu la philosophie de vie. Ça n'existe pas. C'est un moment de création. Création, révélation, rédemption. Le triptyque juif, création, qui est le moment absolu, riche de toutes les potentialités. Révélation, qui est le miroir de la création, qui te fait comprendre le sens de la création. Rédemption, qui est l'aboutissement vers quoi tend toutes les potentialités du présent. C'est comme ça que l'univers vit, c'est comme ça qu'un juif vit. Est-ce que... Est-ce que le jeu, ça veut dire tout simplement que je crois au futur? Non, pas une question de croyance, c'est une question de structure du temps. Me dire que, est-ce que la suite... C'est ontologique, c'est pas psychologique. Quand vous dites, il faut faire très attention à des réductions, quand on étudie ce genre de texte et quand on réfléchit à ce niveau-là, à des réductions psychologiques. C'est ce qui tue la pensée. C'est pas je pense comme ça, je crois comme ça, je vois comme ça. La pensée doit toujours se confronter à l'ontologie. L'ontologie, c'est l'essence. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en question sa psychologie par rapport à une confrontation à l'idée. C'est comme ça qu'on grandit. Dès qu'une idée est réappropriée par nos visions à nous psychologiques, on réduit l'idée au psychologique, à notre compréhension à nous. Et donc on banalise l'idée, et donc on n'est pas bouleversé par l'idée, et donc on n'avance pas, et donc on réintègre des concepts peut-être plus pluriels, puisqu'on apprend des nouvelles choses, mais qui sont toujours les mêmes choses. Donc quand tu dis croire ou ne pas, tu réduis. Ça ne dit pas de croire ou de ne pas croire. Il faut envisager les lettres à partir d'une notion temporelle qui est radicalement différente que la pensée de la platitude, la pensée de l'évidence te fait voir. C'est vrai que la pensée de l'évidence, c'est que le temps fait penser. Demande à n'importe quel enfant, demande à n'importe quel kidam dans la rue,
Donne-moi une image du temps. Qu'est-ce que vous donnerez comme image du temps? N'importe qui. Une ligne. Hein? Une ligne ou un fleuve qui coule. Quelque chose qui coule. Tout le monde donne cette idée-là. C'est l'idée du temps banal. C'est l'idée du temps phénoménologique, ce que tu vois comme phénomène. Mais ce n'est pas la vérité du tout. Pour le judaïsme, le temps n'est pas une ligne, n'est pas un fleuve qui coule, pas du tout. C'est un instant là. C'est pour ça que le temps, on peut voyager dans le temps judaïsme, parce que c'est pas du tout évident, par exemple, que quelqu'un aussi, il va rester 20 ans à vivre, demain il va lui rester 40 ans à vivre. Donc c'est pas sûr que tu t'approches de la mort tous les jours. Parce que tu peux changer ton destin avec une potentialité. En avançant quand même dans le temps. Oui, mais justement, le juif n'est pas soumis au temps. Il n'est pas soumis au temps parce que le temps n'est qu'une des clés d'une ontologie plus ancienne que le temps. J'avais un rave qui avait donné, qui a figuré, je ne sais plus quel rave, qui avait imaginé que tu as la vérité. Tu as la vérité. Et tu as devant cette vérité un masque. Et tu as un petit trou comme ça dans le masque. Et tu fais tourner le masque. Tu fais tourner. Il y a un jeu comme ça, les enfants, ils ont. Donc toi, tu as l'impression, tac, 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 ça tourne. Que ça avance, d'accord? Mais en réalité, derrière le temps, ça a toujours été là. Toujours la même vérité derrière. C'est la vérité qui est là. Elle est immobile, puis c'est quelque chose d'essentiel, qui n'est pas soumis au temps du tout. Le temps n'est